votre sujet et qui va également vous évaluer en fin d'année à l'aide d'un rapport. Et s'il le faut, il vous demandera également de faire une présentation sur la base d'un poster. Donc, dans lequel vous expliquez le choix de votre sujet, qu'est-ce que vous avez développé et quelles réponses vous avez apportées à la problématique du sujet que vous avez défini. Voilà. Est-ce que vous avez si vous avez des questions avant que l'on commence le cours, est-ce que vous avez des questions sur les modalités de ce module-là qui s'appelle donc projet d'ingénierie? Ou c'est clair pour tout le monde? Monsieur? Oui, je vous écoute. Si on fait le projet à Sondre, on n'est pas obligé de faire le projet d'ingénierie. Exactement. Donc, c'est bien ce que je disais dans le mail. Je ne m'adresse qu'aux étudiants et aux étudiantes qui sont en projet d'ingénierie. Ceux et celles qui sont en projet associatif, ils seront également évalués, mais eux, c'est plus du côté des associations, pas du côté de l'aspect technique et développement du projet d'ingénierie. Voilà. D'accord, merci. Ok. Alors, donc, j'ai des participations qui viennent de l'extranet de l'ECAM PMI. Bon, je les accepte, mais il faudrait que je voie pourquoi vous n'êtes pas dans l'intranet de l'ECAM PMI. Voilà. OK. Alors, je vais donc, bien entendu, maintenant enchaîner avec le cours d'aujourd'hui, qui est donc la suite de ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, la dernière fois, on en était resté où? Donc, je reprends le... Alors, je vais déjà présenter mon écran. Voilà, l'intégralité de mon écran. Voilà, donc là, vous voyez maintenant mon écran et je vais donc enchaîner avec le cours d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par voie orale ou par chat. Voilà. Donc, la dernière fois, on en était resté, bien sûr, à la méthode de la dichotomie. Si vous vous souvenez bien, la méthode de la dichotomie. Alors, pour celles et ceux qui n'utilisent pas leur micro, vous êtes priés de le mettre en stop pour pas que les bruits dérangent. Merci. Donc, je disais que la dernière fois, on avait donc travaillé sur la méthode de la dichotomie, méthode qui permet de trouver le zéro d'une fonction en partant, bien sûr, d'un intervalle initial où nous avons localisé notre zéro et au fur et à mesure du traitement, en fait, on divise à chaque fois par 2 cet intervalle-là jusqu'à se rapprocher du zéro de notre fonction. Donc, pour mettre en application cette méthode-là, je vous avais proposé de travailler sur l'exercice suivant. Voilà, sur cet exercice-là, donc l'exercice 1, où on vous donne donc une fonction f de x égale 4x au cube moins 3x2 moins 6x plus 2, et on se focalise sur le domaine de définition moins de 2 de cette fonction-là pour appliquer la dichotomie et pour trouver, bien entendu, l'un des zéros de cette fonction. Donc, la première des choses que l'on vous a demandé dans cet exercice-là, et j'espère que vous l'avez fait,
c'est d'étudier les variations de f de x. Alors, étudier les variations de f de x, c'est relativement simple, puisque c'est des choses que vous savez déjà faire depuis pratiquement le lycée. Donc, vous avez cette fonction-là qui est polynomiale, ben, vous calculez sa dérivée, vous étudiez le signe de la dérivée, et vous arrivez donc à avoir le profil de votre fonction. Voilà. Donc, pour la première question, elle est toute simple. Vous devez tous, normalement, pouvoir obtenir quelque chose qui ressemble à cette courbe-là que vous voyez actuellement sur mon écran. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ben, on a tout simplement une fonction qui va croître de moins l'infini jusqu'à un extrémum ici, et ensuite elle va décroître pour toucher ce minimum que nous avons là, et en fin de compte elle va recroître pour repartir vers l'infini. On a donc une fonction ici polynomiale qui coupe l'axe des abscisses en 3 points. Premier point ici, un deuxième point ici, un troisième point ici, qui sont en fin de compte les zéros de notre fonction. D'accord? Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Ok, très bien. Ça, c'est clair pour tout le monde. Voilà, on vous demande maintenant, par la suite, on vous demande de montrer qu'effectivement, cette fonction-là admet 3 zéros. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de montrer qu'elle admet un premier zéro sur l'intervalle moins 2, moins 1 demi. Alors, l'intervalle moins 2, moins 1 demi, donc quand on regarde la courbe, l'intervalle moins 2, moins 1 demi, effectivement, sur cet intervalle-là, ben, j'ai bien, alors, sur cet intervalle-là, hop, celui-ci, de moins 2 à moins 1 demi, voilà, sur cet intervalle-ci, j'ai bien un 0 ici. Et comment je montre que c'est un 0? Alors, quelle explication je donne? Quelle explication je donne? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'écris pour montrer qu'effectivement, la fonction admet un 0 sur cet intervalle-là? Parce que... Ah, vas-y. Allez-y. Elle passe, on va dire qu'elle passe par la racine. En gros, il y a un côté négatif et un côté positif. On va dire la fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 6, sur l'intervalle moins 2, moins 1,5 plutôt. Très bien. Donc, première chose à dire, c'est que la fonction est croissante sur l'intervalle moins 2, moins 0,5. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est que f de moins 2, que multiplie f de moins 0,5, le signe de ce produit est comment? Nul. Non, le signe de ce produit il est négatif. Il est négatif. Le signe de ce produit est négatif. Elle est croissante sur cet intervalle. Elle admet forcément un 0 sur cet intervalle. D'accord? Voilà ce qu'il faut dire pour expliquer qu'elle admet un 0 sur l'intervalle moins 2, moins 0,5. Par la suite, on nous demande l'intervalle moins 0,5, 1 et 1 et 2. Alors, moins 0,5, 1, moins 0,5, 1, c'est le deuxième intervalle que nous avons ici, et l'intervalle, en fin de compte, 1 et 2. Bon, ben, c'est pareil. Sur l'intervalle moins 0,5, 1, on va dire que la fonction est décroissante. On a f de moins 0,5 que multiplie f de 1 qui est inférieur à 0, donc qui est négatif. Donc, ça veut dire que forcément, ça coupe l'axe des abscisses, ça change de domaine. Et en fin de compte, on va dire pareil pour l'intervalle 1, 2. Ben, pour l'intervalle 1, 2, nous avons la fonction qui est croissante et nous avons f de 1 que multiplie f de 2 qui est inférieur à 0. Par conséquent, elle admet donc un troisième 0 sur cet intervalle-là.
Voilà ce qu'il y a à dire pour répondre à cette première question, qui est une question très basique et qui, en fin de compte, vous permet un peu de vous remettre dans le calcul de la dérivée d'une fonction, établir son signe et, en fin de compte, ébaucher la forme de la courbe. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est d'appliquer la dichotomie pour trouver le zéro. Alors, lequel? On nous dit, voilà, on nous dit de calculer la racine, donc le zéro d'une fonction, qui est dans l'intervalle 0,1. Donc, effectivement, dans l'intervalle 0,1, on a bien un 0 qui est ici. Voilà, c'est ce 0-là qu'on nous demande de trouver. Et on a effectivement f de 0 que multiplie f de 1 qui est négatif, et elle est décroissante. On a bien un 0 ici. Et donc, on nous demande de calculer ce 0-là en utilisant la méthode de la dichotomie. Voilà. La question maintenant qui se pose, et c'est là où il faut comprendre la suite de l'énoncé, avec la méthode de dichotomie, à 0,04 près. On calculera d'abord le nombre minimum d'itérations nécessaires. Et par la suite, on vous dit que l'erreur d'approximation de la méthode de la dichotomie est donnée par x indice n moins alpha égale à b moins a divisé par 2 à la puissance n plus 1 avec alpha appartenant à l'intervalle AB. N est le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir la convergence. Bon, très bien. Alors maintenant, on va déjà comprendre un petit peu l'erreur d'approximation. Dans cette erreur d'approximation, on a quoi? On a x indice n moins alpha. Que représente le x indice n? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que quelqu'un peut me répondre là? C'est la valeur exacte de notre racine. Non, c'est alpha qui représente la valeur exacte de notre racine. Et x indice n représente la valeur Approchée. exactement approximative. Et donc, l'écart qui existe entre la valeur approximative et la vraie valeur, cet écart-là, il est égal à la longueur de notre intervalle divisé par 2 à la puissance n plus 1. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'écart entre la valeur approximative et la valeur précise, cet écart-là, il est à chaque fois réduit de 2 au fur et à mesure que l'on applique la dichotomie. D'accord? Puisqu'on le divise par 2, encore par 2, encore par 2, encore par 2. Donc, en fait, quand on divise cet intervalle-là par des puissances de 2. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Très bien. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer le nombre n de telle sorte à ce que l'écart entre la valeur approximative et la vraie valeur n'excède pas 0,04. D'accord? Donc, ça veut dire que comment maintenant je vais calculer ce nombre d'itérations n? Qu'est-ce que je vais faire? Après, On peut remplacer le B et les A par leur valeur. On les prend inférieurs à 0,04. exactement. Donc, en fin de compte, le B moins A ici, dans le cas qui nous intéresse, ben nous, ça va correspondre à 1, puisqu'on a 1 moins 0, divisé par 2 à la puissance n plus 1, et on impose que cet écart-là soit inférieur à 0,04. Tout simplement. Donc,
c'est ce que vous avez ici. Donc, 1 moins 0 divisé par 2 à la puissance n plus 1 doit être inférieur à 0,04. Ça veut dire que tout simplement 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à 25. Ensuite, on va utiliser le logarithme népérien pour pouvoir extraire la puissance n plus 1. Et en fin de compte, on va pouvoir calculer n. On va prendre bien sûr n avec une valeur entière, puisque ça représente un nombre d'itérations. Et on aura donc n égale à 4. D'accord? Voilà, voilà comment il faut répondre à cette question. On va par la suite, après, appliquer ce nombre d'itérations-là que l'on a trouvé pour calculer ce 0. Donc, la première fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer avec l'intervalle 0, 1. Et on va bien sûr calculer le point milieu. C'est ça l'algorithme. Le point milieu de 0, 1, c'est combien? Ben, c'est 0 plus 1 divisé par 2, c'est 0,5. Une fois que j'ai 0,5, alors qu'est-ce qui va se passer? On va se poser la question de savoir, alors, à partir de ce 0,5, je vais devoir faire un choix entre deux intervalles. L'intervalle 0,5 et l'intervalle 0,5 et 1. Voilà. Alors, c'est lequel qu'on va prendre? Bien entendu, vous l'avez ici dans le corrigé, on a pris l'intervalle 0,5. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris l'intervalle 0,5, 1? Que la racine, elle passe pas. Parce qu'il n'y a pas de racine. Voilà, ça veut dire que je vais effectivement faire un test. Je vais me rendre compte que f de 0,5 que multiplie f de 1 n'est pas négatif. Par conséquent, ce n'est pas cet intervalle que je dois prendre. Donc ça, c'est clair pour tout le monde. Je vais donc prendre l'intervalle 0,5 parce que f de 0, ici, que multiplie f de 0,5 est inférieur à 0. C'est la raison pour laquelle je prends cet intervalle. On va donc continuer maintenant avec ces itérations-là. À partir de 0 et 0,5, 0,5, ben, je vais calculer le point milieu, toujours sur le même principe, somme des deux extrémités divisée par 2, 0,25. Et je vais me poser la même question. Lequel des intervalles je vais choisir? Est-ce que je vais prendre 0, 0,25, 0,25, 0,5? Ben, je vais en fin de compte prendre 0,25, 0,5 parce que f de 0,25 que multiplie f de 0,5 est négatif. Je vais de nouveau prendre le point milieu, 0,375. Et je vais refaire le même test. Lequel des intervalles je vais prendre? Il va s'avérer que je vais prendre le 0,25, 0,375. Et je vais bien sûr continuer avec l'intervalle 0,25, 0,3125 et je vais trouver 0,2813. Voilà. Donc, là maintenant, il faut bien comprendre ce qu'on a fait. On a fait une itération, 2 itérations, 3 itérations, 4 itérations. D'accord? Ça veut dire qu'au fait, si je prends maintenant l'intervalle 0,25, 0,2813 ou que je prenne l'intervalle 0,2813,
0,3125, la longueur de cet intervalle-là n'excédera pas 0,04. D'accord? On peut donc affirmer que 0,2813, d'accord, est une solution approchée à 0,04 près. Je J'ai Oui. pas bien compris comment on fait pour choisir l'intervalle suivant qu'on va dichotomie. D'accord. Donc, ça veut dire que quand on est passé de l'intervalle 0,1 à 0,0.5, vous n'avez pas compris pourquoi? Voilà, en fait, j'ai pas compris pourquoi on a choisi 0,0.5 et par exemple pas 0,5,1. Parce que si j'avais pris 0,5,1, d'accord, f de 0,5 que multiplie f de 1 n'est pas négatif. Ça veut dire que ça ne change pas de domaine. Ça veut dire que cet intervalle-là ne contient pas ma solution. D'accord. Non, alors, si vous me posez la question, c'est qu'il y a... Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. C'est le... Enfin, je crois. C'est vu que vu que on change de domaine, donc le produit des deux F est Voilà. égal à Et négatif. Et négatif. D'accord? Donc là, quand vous avez une courbe qui fait ça, d'accord? Vous voyez bien que si vous prenez cet intervalle-là, que j'appelle l'intervalle AB, ici, vous voyez bien que f de A fois f de B, c'est positif. Si vous prenez l'intervalle C, D, f de C fois f de T est positif. Seul l'intervalle BC est tel que f de B fois f de C est négatif parce que je change de domaine. Vous avez compris? Oui, d'accord, j'ai compris. Ok, Merci. très bien. Alors, et bien sûr, on applique toujours la même règle à chaque fois qu'on a calculé le point milieu de notre intervalle. Voilà un petit peu ce qu'on attendait de vous dans cet exercice-là qui est, on va dire, relativement simple. Donc, moi, ce que je voulais qu'on fasse là pendant cette correction, c'est qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on regarde comment, au fait, j'ai calculé, ou plutôt comment je vous ai mis ces résultats-là que vous voyez sur le corrigé. Comment est-ce que moi je les ai obtenus quand j'avais fait ce corrigé? D'accord? Donc, ce que moi j'avais fait, c'est que j'avais tout simplement utilisé un programme MATLAB, c'est-à-dire une fonction qu'on avait déjà vue ensemble et que je vous ai remis ici dans le corrigé. Est-ce que vous avez essayé d'examiner cette fonction de votre côté? Voilà. MATLAB, dichotomie, on a une fonction qui s'appelle dico, qui prend 3 arguments et qui renvoie, après traitement, la valeur approximative qui représente donc la racine de notre fonction. Ici, notre fonction, elle est représentée ici par func et elle est définie dans un autre fichier. Dans lequel on voit donc fonction y égale à func de x, y égale, c'est-à-dire cette fonction-là, quand on l'appelle, elle nous renvoie tout simplement la valeur de 4x au cube moins 3x au carré moins 6x plus 2. D'accord? Alors, si on regarde maintenant la fonction ici qui s'appelle dico, si on regarde cette fonction dico, donc comment elle marche?
Quand on l'appelle, cette fonction-là, on lui communique 3 valeurs. On lui communique, bien entendu, la valeur de l'extrémité gauche de notre intervalle. Donc, dans notre cas à nous, c'est le 0. En B, on va lui communiquer 1, 0,1, virgule 4, qui est donc le nombre d'itérations. Et on va donc rentrer dans cette fonction-là. Et la première des choses que l'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder dans Imin la valeur de A et dans Imax la valeur de B. Et on va donc rentrer dans un processus qui va se répéter à l'aide de cette boucle qui commence ici, for, et qui se termine ici, and. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses que l'on va faire, c'est qu'on va calculer le point milieu. Vous voyez, ici. On va calculer IC, qui est donc égal à Imin plus Imax divisé par 2. Et on va ensuite faire un test. Si f de IC que multiplie f de Imin est inférieur ou égal à 0, alors Imin, je ne le touche pas, et c'est Imax qui devient égal à IC. Sinon, c'est-à-dire que si ce n'est pas f de IC fois f de Imin qui est inférieur ou égal à 0, ben dans ce cas-là, ça veut dire que c'est Imax, je ne le touche pas, et c'est Imin qui devient égal à IC. Et donc, maintenant, je veux bien m'assurer, est-ce que tout le monde a compris ce que fait cette fonction? Monsieur, Oui? vous pouvez expliquer ce que vous avez mis dans votre printf? Je n'ai pas compris. La Oui. première partie du Oui, printf. je vais expliquer le sprintf. Mais je voulais d'abord m'assurer que vous avez bien compris ce que fait la fonction. Ou vous avez besoin d'explications. Alors, je vais vous faire une petite explication ici pour que les choses soient claires. Voilà. Donc, de nouveau, hop, hop. Voilà. J'ai un graphe ici. Et donc, je vais avoir ici une fonction. Voilà. J'ai donc ici Imin et j'ai ici Imax. J'aurais pu les appeler autrement, mais je leur ai donné des noms qui signifient quelque chose. I comme intervalle, min comme borne minimum et max comme borne maximum. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai Imin et j'ai Imax. Qu'est-ce que je fais? Première des choses que je fais, je calcule IC, c'est-à-dire le point milieu, celui-ci, IC. Voilà. Donc, je calcule IC. Et qu'est-ce que je fais? J'évalue le signe. Je fais F de IC fois F de Imin. Vous voyez bien, donc je vais prendre le F de Imin, hop, le F de IC, hop, et je vais, dans ce cas de figure, m'apercevoir que F de Imin fois F de IC est inférieur à 0. Donc, dans ce cas-là, Imin, je ne le touche pas, et c'est ce Imax-là qui devient égal à IC. Si j'étais dans ce cas de figure-ci, d'accord? Dans ce cas-là, j'aurais eu Imin fois IC qui n'est pas inférieur à 0. Par conséquent, Imax, lui, il ne bouge pas, et c'est Imin qui devient égal à IC. Voilà. Si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer, vous devez normalement comprendre ce que fait cette fonction. C'est bon pour la partie dichotomie? Oui. Bon. Oui. Très bien. Alors, mettons que c'est bon pour la partie dichotomie, je vais maintenant plus m'attarder sur ce sprintf. Alors, déjà, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que produit ce sprintf quand on exécute cette fonction?
Est-ce que quelqu'un a déjà fait du C, là, parmi vous? Quelqu'un a déjà pratiqué le Tout le langage? monde, je crois. Ben voilà. Donc, le printf, vous l'avez déjà pratiqué au langage C. Oui. Ah ben, dans le langage MATLAB, il y a un équivalent qui s'appelle sprintf. Et c'est quoi ce sprintf? C'est que je vais afficher à l'écran des valeurs qui sont au préalable formatées. C'est-à-dire que je vais définir le format des valeurs et les valeurs que je vais afficher. Donc, si vous regardez bien, là, dans le corrigé, j'affiche à chaque fois un intervalle, une flèche et le point milieu. Intervalle, flèche, point milieu. Intervalle, flèche, point milieu. Ben, au fin de compte, cet affichage-là que vous voyez dans le corrigé, il provient de cette fonction-là, sprintf. Alors, comment ça marche? Donc, qu'est-ce que j'affiche en premier? J'affiche un, c'est quoi? C'est quoi ce que j'affiche en premier? C'est un crochet ouvert. D'accord? Un crochet ouvert, ça veut dire que j'affiche ce qu'on appelle un caractère alphanumérique. Il est là, c'est celui-ci. D'accord? Si je zoome un peu là. Voilà, ce que j'affiche en premier, c'est... alors, je vais enlever cette surbrillance. Du coup... Ah oui, monsieur, c'est pour ça, ça correspond au pourcentage S, ça? Voilà. Donc, le pourcentage S, ce premier pourcentage S correspond à ce premier crochet. Après, qu'est-ce que j'affiche après le crochet? J'affiche une valeur. J'affiche un réel. C'est le pourcent F que vous avez ici. Donc, le pourcent F que vous avez ici, ça correspond au IMIN que vous avez là. Après, je crée un espace entre IMIN et IMAX, donc d'où le backslash T, la tabulation que vous avez ici. Et après, j'affiche le IMAX, c'est-à-dire de nouveau un pourcent F. Et après le IMAX, ben, j'affiche un crochet fermant, donc pourcent S, S comme string. J'affiche ensuite une tabulation, c'est le backslash T. J'affiche la flèche, vous voyez ici, c'est un pourcent S. Et enfin, j'affiche le point milieu, qui est de nouveau un réel, donc un float, d'où le pourcent F que vous avez ici, et qui correspond donc à ce IC que vous avez là. C'est OK? Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre, pour répondre à vos questions. Monsieur, Oui, je vous écoute. moi je comprends pas deux choses. La première Oui. c'est for i égale 0, 2.1, 2.n. Je comprends pas, ça veut dire quoi? OK. Ça veut dire qu'au fait, je vais faire quelque chose plusieurs fois. Je vais faire plusieurs fois la même chose. Et ce plusieurs fois, il est indiqué par ce compteur que vous avez ici. D'accord? Alors, je vais donner un exemple concret pour que ce soit clair. Voilà. Donc, quand je dis for, et je vais prendre justement un autre nom de variable. Quand je dis par exemple for z égale à 0 par pas de 1 jusqu'à 3. And. Voilà. Et je vais faire ici des choses. Donc, comment ça marche, cette histoire c'est une boucle. C'est une boucle for. Donc, la première fois, z vaudra 0. Et je vais faire des choses. La deuxième fois, z vaudra combien?
1. Exactement. Et je vais faire des choses. La troisième fois, il vaudra combien? 2. Ensuite 2. Et je vais faire quoi? Ben, je vais faire la même chose. Je vais faire ce qui est à l'intérieur de la boucle. Et après, la quatrième fois, il vaudra combien? 3. Il vaudra 3. Je vais encore faire des choses. Et après, il vaudra combien? Ah, c'est fini normalement. Voilà. Pour Z allant, ça veut dire que pour Z allant de 0 jusqu'à 3, voilà ce que je fais. D'accord, ok. C'est simplement un compteur de boucle. C'est comme on sait, for i égale à 0, i inférieur ou égal à 10, i plus plus. D'accord? C'est exactement la même chose. Et du coup, le 1, il sert à quoi, du tout? Le quoi? Le 1, parce que vous avez dit que ça va de 0 à n. Oui. Le 1, ça veut dire qu'en fait, c'est le pas avec lequel j'avance. Si j'avais mis z égale à 0 par pas de 2 jusqu'à 3. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on aurait eu? La première fois, z vaut 0. OK? Je fais ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle. La deuxième fois, il vaudrait combien? 2. Exactement. Je vais faire ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle. La troisième fois, il vaudra combien? Ça s'arrête là. La troisième fois, il vaudra combien? Puisqu'il 4. va... Exactement, il va à 4. Il voit comme quoi 4 est au-delà de 3. Il ne fait pas ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc, le deuxième numéro, en gros, il ne faut pas qu'il soit supérieur à ça. En gros, si ça dépasse, on arrête la boucle, c'est ça? Le deuxième numéro, il indique le pas avec lequel je travaille. Et à chaque fois que je rajoute ce pas, il vérifie que je ne dépasse pas l'extrémité qui est là. Si je la dépasse, alors j'arrête de faire ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle. Par défaut, lorsqu'on ne précise pas le pas, ici, il est pris égal à 1. D'accord? C'est-à-dire que si j'avais mis, for z égale à pardon, for z égale à 0, 2 points, 3, ça veut dire que z va aller de 0 à 3. Par défaut, il va aller par pas de 1. D'accord? Mais je l'ai précisé comme ça parce que, comme vous êtes en train de découvrir ce langage, donc je voulais que vous compreniez à quoi sert cette deuxième valeur que l'on met lorsqu'on fait une boucle for. Et monsieur? Oui? Juste une dernière chose, c'est la taille de la tabulation. La première tabulation, elle a une petite taille, mais la deuxième, elle a une grande taille. C'est vous choisissez la taille ou? Non, pas du tout. C'est lui qui l'a fait comme ça. Ah, c'est lui choisi, d'accord. Voilà, c'est lui qui a imprimé comme ça. Moi, je n'ai fait que lui dire que je voulais une tabulation. D'accord. Pour qu'il y ait une séparation entre mes deux valeurs, c'est-à-dire Imin et Imax. D'accord? Pour pas qu'il y ait un espace entre eux. Ce que vous appelez tabulation, c'est le slash T, là? Le backslash T. Ah, backslash T. Ah, ok. OK? Donc, voilà un peu pour l'explication maintenant de cette fonction d'ICO. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de les poser. Qu'on n'a pas de toute façon l'occasion de se voir. Oui, je vous écoute. J'ai pas compris pour les pourcentages. J'ai un peu raté le fil. Alors, très bien. Les pourcentages, ici, c'est pour tout ça. Quand on met des pourcentages comme ça, c'est pour indiquer le format de ce qu'on veut afficher. Si par exemple, je veux afficher un caractère alphanumérique,
comme un crochet, un point d'interrogation, 2 points, A, B, C, D, d'accord? Je vais dire comme quoi le format de ce que je vais afficher est un caractère alphanumérique, c'est-à-dire 1% S, S comme string. Si ce que je veux afficher est un réel, ça veut dire un flottant, un float en anglais, alors je mets %F. Voilà. Le pourcent, c'est tout simplement pour indiquer juste après la nature, le format de ce que je veux afficher. D'accord, c'est bon. Merci. Okay. Voilà. Ça suit un peu le même principe que le langage C. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, dans ce cas-là, on va... c'est bon pour tout le monde. Vérifier qu'il n'y a pas de questions. Oh, attendez, mais j'ai une question pour MATLAB. Ok. Alors, maintenant, on va donc maintenant poursuivre. Et donc, on va maintenant s'intéresser à une deuxième méthode qui n'est plus donc la dichotomie, mais qu'on appelle la méthode de la séquente. La méthode de la séquente, on va la regarder ici, voilà. Méthode de la séquente, c'est quoi? Alors, je vous enverrai ce cours-là parce que sur celui que je vous ai envoyé, il y avait quelques erreurs, donc je les ai corrigées. Donc, calcul des racines de fonction, méthode de la séquente. Lorsque f de x peut être approximé par une droite dans le voisinage de sa racine, alors la convergence peut généralement être accélérée en effectuant une interpolation linéaire au lieu de prendre le point milieu. Cela conduit à la méthode de la séquence. Donc ici, au fait, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, plutôt que de travailler avec la méthode de la dichotomie, on va essayer de voir s'il n'y a pas une méthode qui va être un peu plus rapide que la méthode de la dichotomie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, voilà, j'ai une courbe ici qui coupe l'axe des abscisses. Je m'intéresse toujours, bien sûr, au calcul de ce point-là, donc le zéro de la courbe. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer à partir, on démarre toujours d'un intervalle qui contient notre zéro. On va donc prendre les 2 points de la courbe dont les abscisses sont l'intervalle de départ, ok, et on va joindre ces 2 points par une droite. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que, étant donné que la courbe bleue qui est ici a été approximée par ce morceau de droite qui est ici en rouge, je vais plutôt m'intéresser maintenant au point d'intersection entre cette droite-là qu'on appelle une séquente avec l'axe des abscisses. Je vais donc m'intéresser à ce point-ci. Et je vais prendre comme deuxième intervalle de travail, donc prochain intervalle de travail, soit cet intervalle-là, voilà, soit cet intervalle-là. Donc, vous voyez bien que, au fait, dans notre cas à nous, dans ce cas de figure, je vais prendre le deuxième intervalle ici, parce qu'on a toujours le même principe. F de ce point-là que multiplie F du point d'intersection de la séquente avec l'axe des abscisses est inférieur à 0. Je vais donc prendre cet intervalle-là comme prochain intervalle de travail. Et je vais de nouveau calculer, donc je vais de nouveau retracer une nouvelle séquence. C'est ce qu'on va voir ici dans cet exemple. Voilà. Alors, je vais zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc, je vais tracer de nouveau une deuxième séquence et je vais m'intéresser au point d'intersection de cette séquence avec l'axe des abscisses et je vais faire le choix de mon intervalle de travail qui contient de nouveau ma solution
Et à partir de là, je vais de nouveau tracer une séquence. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on va tracer ces séquences-là, ben, on finit petit à petit par se rapprocher du zéro de la fonction qui nous intéresse. D'accord? Donc, si on regarde ça sur un graphe ici, voilà, donc on va prendre une taille un peu plus élevée. Je prends un graphe ici. Donc, au départ, j'ai une fonction qui fait ça. Je m'intéresse au zéro de ma fonction, donc je travaille toujours avec un point de départ. Hop, donc je vais partir de ce point-ci et je vais bien sûr, voilà, partir de là aussi. Et donc la première des choses que l'on va faire, ben, on va tracer une séquence entre ces deux points. Voilà. Donc j'ai tracé ma séquence entre ces deux points et je vais donc prendre pour prochain intervalle. Hop, je vais prendre ce point-ci et je vais de nouveau tracer une séquence. Voilà. Je vais de nouveau prendre ce point-ci et je vais tracer de nouveau une séquence. Voilà. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je trace ce faisceau de séquences, ben, je me rapproche petit à petit de mon zéro de la fonction. Voilà. C'est ce qu'on appelle en fait la méthode de la séquence. Et c'est généralement une méthode qui converge, c'est-à-dire qui nous permet d'obtenir la solution plus vite que la méthode de la dichotomie. Donc, l'algorithme est le suivant. La racine se trouve initialement dans l'intervalle de recherche x indice k plus 1. On a donc f de x indice k que multiplie f de x indice k plus 1 qui est inférieur ou égal à 0. Ça, c'est normal. Vous voyez que sur cet exemple-là, vous avez donc f de x0 que multiplie f de x1 qui est inférieur ou égal à 0. Interpoler la fonction f de x dans cet intervalle par une droite. Ça veut dire quoi interpoler par une droite? Ça veut dire qu'en fait, on va prendre ces deux points et on va les relier par un segment de droite. On prend comme nouvelle valeur x indice k plus 2 l'endroit où cette corde, hein, donc ça s'appelle une corde, où cette corde intercepte l'axe des abscisses, c'est-à-dire ce point-ci. Donc on va calculer en fin de compte l'abscisse de ce point-là. Et comment je calcule l'abscisse de ce point-là? Ben, ce n'est pas compliqué. Je connais ces deux points, je sais calculer l'équation d'une droite. Je vais donc calculer ce point-là, c'est-à-dire le point où la droite ici vaut 0. Je vais donc extraire ce point d'intersection, x indice k plus 2, qui sera égal à x indice k plus 1 moins f de x indice k plus 1, le tout que multiplie x indice k plus 1 moins x indice k divisé par f de x indice k plus 1 moins f de x indice k. Je vais donc calculer ce point-ci. Et après, je fais un test. Si f de x indice k que multiplie f de x indice k plus 2 est inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'effectivement, j'ai bien un changement de domaine. L'intervalle qui encadre la solution devient x indice k plus 2. Au contraire, si f de x indice k que multiplie f de x indice k plus 2 est supérieur ou égal à 0, donc ça veut dire que ce n'est pas le bon intervalle, le nouvel intervalle de recherche devient x indice k plus 2, x indice k plus 1. Revenir en 1, hop, jusqu'à ce qu'il y ait convergence. Donc voilà en quoi consiste la méthode de la séquence. Alors, si on regarde au niveau
Donc ça, c'est l'algorithme. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec MATLAB. Donc, si on regarde avec MATLAB, voilà comment on va décrire en fin de compte cette fonction. Donc, comme d'habitude, on va lui donner un nom. Donc ici, je l'ai appelé séquente. Vous pouvez très bien l'appeler ce que vous voulez, mais il faut donner un nom à votre fonction. Et on va bien sûr, comme pour la dichotomie, on va lui fournir l'intervalle initial. Extrémité gauche, extrémité droite, nombre d'itérations. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer le point d'intersection de la corde avec l'axe des abscisses. Donc, on va voir C égale à B moins F de B que multiplie B moins A divisé par F de B moins F de A. Donc, vous allez me dire, mais d'où est-ce que vous sortez cette formule? Tout simplement de l'algorithme. Donc, si vous regardez bien, ici, dans l'algo, voilà, vous avez au départ x indice k plus 1, c'est ce que j'ai appelé dans la fonction MATLAB A et B, d'accord? Donc nous on va calculer C va être égal à B moins F de B que multiplie quoi? Que multiplie B moins A divisé par F de B moins F de A. Donc, si vous regardez l'algorithme, c'est exactement ce qui est marqué ici. Je vais, à chaque itération, calculer ce point d'intersection, C égale à B moins F de B que multiplie B moins A divisé par F de B moins F de A. Si F de A fois F de C est inférieur ou égal à 0, alors, dans ce cas-là, je ne touche pas à A et je change B par C. Sinon, je ne touche pas à B et je change A par C. Et je reboucle. D'accord? Je reboucle jusqu'à quoi? Jusqu'à combien? Jusqu'à ce que j'ai épuisé mon nombre d'itérations que j'ai ici. Monsieur? Oui? C'est qui Y? Y, c'est tout simplement le résultat final que renvoie la fonction. Parce que je comprends pas en fait le Y égale C à la fin. Parce qu'on a fait des calculs ici, vous êtes d'accord? Oui. Et une fois qu'on a terminé la fonction, le principe d'une fonction en MATLAB, c'est qu'elle renvoie quelque chose. Qu'est-ce qu'elle doit renvoyer? Elle doit... Mais si on renvoie C, ouais, si on renvoie C directement, c'est pas bon? Le C, on ne peut le renvoyer que par l'intermédiaire de cette dernière égalité que vous avez ici. Ah, d'accord. Vous pouvez pas oui, je vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, c'est bon. Avec MATLAB, bon, c'est vrai que je vous fais un peu du bruit de fonderie avec MATLAB, mais c'est une bonne façon aussi d'apprendre. Avec MATLAB, c'est mathématique. Vous avez toujours Y égale à F de X. C'est ça le principe. C'est-à-dire que je communique X et quand la fonction est exécutée, elle me renvoie Y. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous trouvez ici Y égale à C. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé tout le traitement, en fin de compte, j'affecte à la sortie Y la valeur de C. D'accord. OK? Voilà. Alors, ce qu'on pourrait éventuellement aussi faire, c'est faire une comparaison entre ce que l'on obtient avec MATLAB et ce que l'on obtient avec la méthode de la dichotomie. D'accord? Comment est-ce que je peux comparer ces deux méthodes par rapport à notre exercice de tout à l'heure? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour travailler sur faire des comparaisons
de performance, ben, je vais aller dans mon environnement MATLAB. D'accord. Est-ce que vous avez tous pu avoir un compte MATLAB pour vous entraîner? Non, moi, j'ai pas pu avoir un MATLAB. Non, moi non plus. Ben, est-ce que vous avez essayé? Oui, ça j'ai marche. téléchargé, mais on me demande une licence, en fait. Mais non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de licence. Je crois que c'est gratuit pour 30 jours. Voilà. Après, il faut renouveler. Ils sont pas allés au bon endroit, en fait. Et voilà, Il exactement. aller plus bas dans la page. Alors, Online MATLAB, vous créez un compte. Après, Voilà. on va vous demander de commencer. voilà, donc vous l'avez fait? Regarde en haut à droite. Ouais, je l'ai. Donc, vous avez pu, Je sais vous, pas. avoir maintenant un trial pendant un mois. Ouais, exactement. Ben voilà. Ben, c'est ce que je vous ai demandé de faire à tous les autres. Je vous ai demandé d'avoir une version d'essai et que vous pouvez par la suite renouveler. Ce n'est pas un problème. Comme ça, vous allez pratiquer le langage MATLAB. Et c'est important que vous pratiquiez ce langage-là parce que tout ce que l'on va faire en analyse numérique, à chaque fois que l'on va faire des simulations, on va le faire avec ce langage. Et plus tard, au deuxième semestre, on va faire du traitement du signal. Et en faisant du traitement du signal, on va aussi utiliser MATLAB. C'est pour ça que je vous dis, il va falloir vous familiariser. Et puis je suis là, je réponds à vos questions. Je peux vous apprendre, dans la limite bien sûr de mes connaissances, je peux vous apprendre à programmer, à utiliser ce langage-là. Voilà. Donc je ne peux pas faire mieux que de vous dire comment vous procurer une version gratuite d'essai et vous donner des exemples en cours et vous montrer comment il faut utiliser ce langage-là. Voilà. Après, faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas des gamins. Je vous dis ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Vous voulez le faire, tant mieux pour vous. Vous ne voulez pas le faire, tant pis pour vous. Monsieur? Oui. J'ai une question par rapport à la méthode de la 50. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a certaines on ne peut pas faire ça? Ou ça marche pour toutes les comptes, tout type de fonctions? La méthode de la séquence, Oui. même si la courbe est un peu bizarre, dès lors qu'on applique l'algorithme, donc je reprends ici, dès lors qu'on applique cet algorithme-là, on va forcément converger. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on s'assure qu'on est dans un intervalle qui encadre la solution. D'accord. Voilà. Parce qu'il existe une autre méthode qui est très proche de la méthode de la séquence et qui, au fait, ne fait pas ce test-là. Elle prend toujours les deux derniers points, mais c'est une méthode qui, parfois, ne peut ne pas converger. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas présentée. J'ai préféré rester avec cette méthode-là, où à chaque fois, on fait un test pour s'assurer qu'on a bien l'encadrement de notre solution. Ok, alors maintenant, je vais revenir à l'environnement MATLAB, qui est ici. Voilà. Et je vais donc maintenant, alors je vais enlever tout ça. Hop. On reviendra sur les fonctions après. Voilà. Et je vais donc prendre notre fonction que j'ai appelée ici dichotomie. Voilà. Et une autre fonction que j'ai appelée ici séquente. Voilà. Donc j'ai dichotomie et ici j'ai séquente. D'accord? Voilà les deux fonctions. Ça, c'est normalement deux petites fonctions que vous devez saisir de votre côté et que vous devez exécuter. Voilà. Et je vous montre comment le faire. Donc, si vous attendez que je vous prenne la main et que je vous fasse écrire la fonction,
je ne suis pas le genre de prof qui va vous considérer comme des enfants et qui va vous prendre par la main comme ça pour vous faire… Non, vous êtes des adultes, je vous dis ce qu'il faut faire. Si vous voulez le faire, tant mieux pour vous, puisque ça fait partie de votre formation d'ingénieur. Si vous ne le faites pas, bah, au moins moi, j'aurais eu la conscience tranquille, je vous ai dit quoi faire. Comment? J'ai dit monsieur. Oui, je vous écoute. Pourquoi vous n'avez pas fait, vous n'avez pas repris ce que vous avez montré tout à l'heure pour la dichotomie avec le printf et tout, le sprintf? Bah, parce que j'ai voulu prendre une version un peu plus light, tout simplement. Voilà. Ah, d'accord. Parce que là, je l'avais écrite avec l'autre groupe pendant que j'étais en ligne, comme ça. D'accord? D'accord. Donc ici, j'ai dichotomie. Ici, j'ai séquente. OK? Et puis là, bien sûr, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir un troisième fichier dans lequel j'ai ma fonction. Voilà, ma fonction ici, qui est 4x au cube moins 3x2 moins 6x plus 2, qui est donc la fonction de notre exercice. D'accord? Et je vais donc maintenant m'intéresser au résultat que j'obtiens avec la dichotomie et avec la séquence. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ma fenêtre de commande, ici. Donc, je vais aller dans ma fenêtre de commande et à partir de ma fenêtre de commande, je vais pouvoir utiliser mes deux méthodes que j'ai là, la dichotomie et la séquence. Donc, dichotomie, hop, voilà le nom de la fonction. Je vais donc taper ici dichotomie. J'ouvre la parenthèse, je la ferme. Voilà, je vais dire que la solution qu'on obtient par la dichotomie, je vais la sauvegarder dans une variable que je vais appeler sol dicho. Voilà. Je peux lui donner le nom que je veux. Voilà, je l'appelle sol dicho égale à dichotomie. Et qu'est-ce que je lui donne ici? Est-ce que quelqu'un peut me dicter? Qu'est-ce que je vais mettre comme valeur là? Si je regarde l'exercice que nous avons corrigé ce matin. 0, 1, 4. Exactement. Donc, je vais mettre 0,1, puisqu'il faut que je mette l'extrémité droite de mon intervalle, et je vais mettre 4. 0, 1, 4. Voilà, sol dicho égale à dichotomie 0, 1, 4. Et je vais donc, voilà, je vais mettre un point virgule. Ça veut dire qu'en fait, il va me calculer cette solution-là. Il va la sauvegarder dans sol dicho, mais je ne le vois pas parce que tout simplement, j'ai mis un point virgule. Si je n'avais pas mis le point virgule, voilà, il va faire exactement la même chose, mais il va me l'afficher. Donc, il me dit sol dicho 0, 31, 25. Donc, je vais faire pareil avec cette fois-ci. Monsieur? Oui, attendez. Je vais prendre sol CK comme séquence et je vais lui mettre séquence. Voilà. Séquence. Il va me calculer 0, 30, 57 et la sol dicho, elle vaut 0, 31, 25. Donc maintenant, je me pose la question, je me dis, voilà, j'ai utilisé le même nombre d'itérations et j'aimerais savoir laquelle des deux méthodes me donne un résultat plus précis. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évaluer la valeur de la fonction, d'accord, pour voir pour laquelle des deux solutions, j'ai quelque chose qui se rapproche plus de 0. Donc, je reprends ma commande ici. Et je vais donc, comme ma fonction, elle s'appelle f, donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc, je vais dire f de, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, f de sol dicho, voilà, f de sol dicho,
j'ai combien? J'ai moins 0,0459. Et si je prends F de sol CK, voilà, F de sol CK, ben là, je vais obtenir moins 0,00000006. Vous voyez que pour le même nombre d'itérations, la solution obtenue par la méthode de la séquente est beaucoup plus précise que la solution obtenue par la méthode de la dichotomie. Très bien. Donc, vous avez une question, je vous écoute. Monsieur, le printf, c'est en option, en gros, si j'ai compris. Exactement. Alors, vous occupez pas de ce printf. Voilà, vous avez très bien compris, c'est une option. C'est juste pour faire de l'affichage. Voilà. C'est pas le plus important, le S-printf. En gros, MATLAB, ça va afficher les résultats directement, en gros, c'est ça. C'est pas que ça va afficher les résultats, c'est que quand vous, avec MATLAB, vous faites quoi? Vous faites une fonction. Quand cette fonction-là, elle a terminé ses calculs, elle le met dans Y. D'accord? Si vous ne le mettez pas dans Y, si vous ne faites pas cette affectation-là, d'accord? Ben, vous allez exécuter votre fonction, mais vous n'allez pas pouvoir récupérer son résultat. Ok. OK? Merci. Donc, vous voyez que ici, ben voilà, alors, on peut très bien dire, voilà, bon, je vais aller un petit peu plus loin, je vais dire, voilà, je vais prendre sol dico, je vais prendre cette fois-ci, avec la dichotomie, je vais prendre 6 itérations. OK? Alors, avec sol dico, on prend 6 itérations. Le résultat que l'on obtient. Et avec sol séquente, 10. Oui, je vous écoute. Allô, test, micro. Son, test. Monsieur? Oui. Ah, voilà, je voulais que vous restiez un tout petit peu sur l'onglet séquence et ensuite celui de F. Je suis en train de saisir le code, s'il vous plaît. Ah ouais, pas de problème. Attendez, je suis juste en train de faire un test. D'accord. Ah oui, d'accord, très bien. Oui, alors, donc j'ai dit, voilà, et je voulais juste continuer un petit exemple en prenant cette fois-ci 6 itérations, d'accord, et avec la séquence, pareil, le même nombre d'itérations, donc 6, voilà, tac, et je voulais comparer les deux résultats, donc F de sol dico, 0,05 et F de sol et F de sol CK 0. Vous voyez que là, vous voyez que sur la séquente, vous avez des résultats à chaque fois plus précis que sur la dichotomie. Oui, alors qu'est-ce que vous voulez? Je suis là sur la séquente. C'est bon, je suis en train de saisir le code, monsieur. OK. Et là, vous avez le code de la dicho. Monsieur, pour la séquence, est-ce que vous pouvez juste réexpliquer rapidement sur le schéma parce que je n'ai pas bien saisi. Alors. Donc, sur la séquence. Donc, la séquence, vous avez une courbe au départ. Ici,
et vous cherchez donc à calculer le 0 de cette courbe. D'accord? Donc, chercher à calculer le 0 de cette courbe, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que au départ, je connais toujours mon intervalle de départ. Voilà. Et je vais donc, la première des choses que je vais faire avec la méthode de la séquence, je vais partir de ce point-là, et je vais partir de ce point-là. Voilà. Et je vais donc relier ces deux points par ce qu'on appelle une séquence, c'est-à-dire une droite. Voilà. D'accord? Et je vais prendre ce point d'intersection qui est ici, entre la séquence et l'axe des abscisses, je vais le reporter sur ma courbe. Voilà. Et il va falloir que je trace une autre séquence. Alors, entre quel point et quel point? Vous avez bien compris que je ne vais pas prendre ce point et ce point, mais je vais plutôt prendre ce point et ce point. Pourquoi? Parce que f de ce point que multiplie f de ce point est négatif. Je vais donc tracer une deuxième séquence ici. Enfin, là, elle n'est pas terrible puisque je le fais à la main. Elle est plutôt là, comme ça. Voilà. Et je vais de nouveau prendre le point tel que f de ce point avec f de l'autre extrémité soit inférieur à 0 et je vais faire de nouveau une reliure. Alors, attendez, je vais peut-être faire un schéma un peu plus propre parce que celui-là, il n'est pas terrible. Voilà. Donc, on a dit, on démarre sur un intervalle que l'on connaît au départ. Et donc, je vais prendre ce point-ci et ce point-ci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer une séquence. Voilà. Je vais prendre de nouveau ce point-ci là, que je vais reporter, bien entendu, ici sur la courbe. Voilà. Vous voyez bien que dans ce cas-là, je ne vais pas tracer cette séquence qui est ici en vert. Ce n'est pas celle-là qui m'intéresse. C'est plutôt celle-ci sur laquelle je vais travailler. Cette séquence-là. Hop là. Et je vais de nouveau prendre ce point-ci. Je vais prendre ce point-ci, je vais le reporter sur la courbe et je vais de nouveau tracer cette séquence-là. Et je vais de nouveau prendre ce point-ci. Vous voyez bien que au fur et à mesure que je trace les séquences, ben, je me rapproche du 0 de ma fonction. Donc, sur le cours, c'est bien expliqué. Il vous suffit juste de voir cet exemple-là. Première séquence, deuxième séquence, troisième séquence, etc. Vous voyez que petit à petit, on se rapproche du 0 de notre fonction. Ok. Voilà. Ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Par rapport ici à MATLAB? Vous avez tous donc bien compris qu'avec MATLAB, ben, il fallait au moins que vous saisissiez la dichotomie, que vous saisissiez la séquence et que vous fassiez des comparaisons entre ces deux méthodes pour voir effectivement que vous en avez une qui est plus précise que l'autre. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner sur une troisième méthode que l'on appelle la méthode que vous avez, je pense, déjà vue aussi, que l'on appelle la méthode de Newton. Donc la méthode de Newton, c'est toujours bien sûr le même problème. On a une fonction, hop, ici, qui coupe l'axe des abscisses en un point qui est donc le 0 de notre fonction.
Et on s'intéresse donc à trouver ce zéro-là par une méthode qui s'appelle la méthode de Newton. Avec la méthode de Newton, comment est-ce qu'on va faire? Ben, on va démarrer avec un point initial, donc ici. On va tracer la tangente qui passe par ce point, donc la tangente de la courbe en ce point-là, hop, cette tangente qui est ici. On va de nouveau voir le croisement de cette tangente avec l'axe des abscisses. Et on va donc, à partir de cette abscisse, remonter sur la courbe, à partir de laquelle on va retracer une nouvelle tangente. Et de nouveau, on va remonter sur la courbe, on va retracer une nouvelle tangente. Et petit à petit, le croisement de ces tangentes-là avec l'axe des abscisses va venir coïncider avec le zéro de notre fonction. Ce qui fait donc qu'on va avoir x indice k plus 1 qui va être égal à x indice k moins f de x indice k divisé par f' de x indice k. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au départ, je vais aller avec mon point ici qui démarre en x indice 0. Je vais pouvoir calculer ce point-ci qui est x indice 1. Ben, comment je vais le calculer? Ben, je vais appliquer tout simplement la méthode de Newton, c'est-à-dire x indice 1, ici, égale à x indice 0, moins f de x indice 0 divisé par f' de x indice 0. Voilà, j'ai calculé x indice 1. À partir de x indice 1, je vais pouvoir recalculer x indice 2. Ben, ça ne va pas être très compliqué. Je vais appliquer tout simplement la forme récurrente de cette équation. X indice 2, ben, il sera égal, lui, à tout simplement x indice 1. Voilà. Moins f de x indice 1 divisé par f' de x indice 1. Voilà. Et donc, on continue comme ça, tac, 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 tac. Et normalement, on a limite, je vais écrire ici, la limite quand k tend vers plus l'infini de x indice k qui est égal au 0 qui est égal à la racine, je vais écrire ici, à la racine de f. Voilà. Voilà la méthode de Newton. Alors, c'est quoi le problème avec cette méthode de Newton? On a besoin de connaître quoi pour pouvoir l'appliquer? On a besoin de connaître quoi? La dérivée première. Exactement. Et, donc, ce qui peut présenter un inconvénient, c'est le fait que cette dérivée que vous avez ici apparaît au dénominateur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on va faire nos calculs, ben, il faut s'assurer que la dérivée n'est pas quoi? C'est pas nul. Nul. Exactement, n'est pas nulle. Sinon, on ne pourra pas aboutir à la convergence. D'accord? Donc ça, c'est un peu le problème de cette méthode, mais qui reste quand même une méthode assez, puissante. Alors maintenant, on peut bien entendu se demander d'où vient cette formule. C'est très très facile. On peut très bien calculer l'équation de la tangente et voir où est-ce que cette équation de la tangente s'annule, et on va pouvoir extraire la formule que nous avons ici, ou on peut tout simplement utiliser aussi ce qu'on appelle un développement limité à l'ordre 1.
C'est-à-dire qu'au fait, vous avez tout simplement, au départ, vous partez d'une solution approximative x0. Donc ça, c'est la solution de départ qui est la solution approximative. Et on va chercher un déplacement h, petit h, tel que quoi? Tel que f de x0 plus h soit égal à 0. Alors, on sait que f de x0 plus h, ben, on peut très bien l'approximer par f de x0, f de x0, plus h que multiplie f', la dérivée de f en x0, ici. Voilà. Donc, vous voyez que si on pose f de x0 plus h, f' de x0 égale à 0, hop, ça nous permet d'obtenir h, qui est donc égal à moins f de x0 que divise f' de x0. De x0. Et on peut donc poser x indice 1 égale tout simplement à x0 plus h, c'est-à-dire ce h que j'ai ici, ce qui revient donc à avoir x indice 1 égale à x0 moins f de x0 sur f' de x0. D'accord? D'où, en fin de compte, cette égalité-là que vous avez ici entre x indice k plus 1 et x indice k. Voilà. Donc, voilà pour la méthode de Newton. Alors, cette méthode de Newton présente quand même un intérêt qu'on va exploiter dans ce cours-là. C'est qu'en fait, cette méthode de Newton, elle nous permet de résoudre aussi ce qu'on appelle des systèmes non linéaires. Alors, je vous ai un petit peu parlé de ça. Alors, si vous regardez déjà dans les exercices que je vous ai donnés. Voilà, dans les exercices que je vous ai donnés, vous avez bien sûr deux exercices ici qui sont assez simples, ça sur la méthode de Newton à une dimension. Et ensuite, vous avez cet exercice-là. Donc, celui-là, je vais me focaliser dessus. Voilà. Vous avez cet exercice-là, qui est l'exercice 4. En utilisant la méthode de Newton, résoudre le système d'équations non linéaires suivant. Vous voyez que je vous ai posé ici un exercice dans lequel je vous demande d'utiliser la méthode de Newton pour résoudre un système d'équations qu'on appelle un système non linéaire. Alors, bien entendu, vous ne pouvez pas le résoudre comme ça, puisque pour l'instant, vous découvrez la méthode de Newton qu'on applique à une courbe, alors qu'ici, en réalité, on va l'appliquer à un système. C'est la raison pour laquelle, avant de pouvoir attaquer cet exercice-là, on va se pencher sur, et je vous ai mis le titre d'ailleurs dans le cours, on va se pencher sur l'application de la méthode de Newton à la résolution de systèmes non linéaires. Voilà. Donc, je vais enchaîner avec cette partie-là. Application de la méthode de Newton à la résolution de systèmes non linéaires. Et une fois qu'on a compris comment on peut appliquer la méthode de Newton au système non linéaire, ben, on attaquera l'exercice 4. On le fera ensemble.
Et par la suite, vous appliquerez cette méthode à l'exercice 5 aussi. Donc ça, vous le ferez de votre côté. Vous essayez de voir si vous êtes capable d'appliquer cette méthode à l'exercice 5. Et bien entendu, on rediscutera ensemble du corrigé. Voilà. Donc, avant de faire une petite pause, est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Pas de questions? OK. Alors, donc, pas de questions. Alors, je vais voir un petit... Monsieur Sportas, pour... Monsieur, comment on choisit le nombre d'itérations? Monsieur, comment choisir le nombre d'itérations? Donc là, j'avais répondu à la question, c'est tout dépend de la précision que l'on cherche. OK. Pourrait-on avoir les programmes MATLAB précédents à la fin de cette séance? Les programmes MATLAB que je vous présente là pendant le cours, vous les avez également dans le cours. Et bien entendu, comme après le cours, je vais vous mettre cette vidéo-là, comme d'habitude, je vais vous transmettre cette vidéo, donc vous pouvez toujours retrouver les programmes MATLAB dont je vous ai parlé. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. OK? Alors, on fait une petite pause et on enchaîne. Voilà.